poursuit la discussion autour de ce qui se passe en Ukraine. Hier, au moins 53 personnes ont perdu la vie et près de 300 ont été blessées dans une frappe de 2 missiles balistiques ayant visé un institut militaire dans la ville de Poltava, dans le centre du pays. Regardez ce résumé et écoutez ce résumé signé Marie-Liesse Chevalier. On en parle dans un instant. On évoquera notamment cette indignation à géométrie variable, tout simplement parce qu'il y a eu ce très fort bombardement qui a fait de nombreuses victimes. On n'en parle quasiment nulle part. Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des survivants après la nouvelle attaque cette nuit contre Lviv, grande ville à l'ouest de l'Ukraine. Nous nous cachions dans la cave lorsque la maison a été touchée. J'ai entendu des cris terribles et inhumains. Sauvez-moi. Puis tout le monde s'est retrouvé dans la cave à regarder les dégâts causés à la maison. Il n'y avait pas de fenêtres d'un côté et des fenêtres endommagées de l'autre. Ce mardi, au moins 53 personnes ont perdu la vie et plus de 200 ont été blessées lors d'une nouvelle frappe de missiles balistiques à Poltava, une ville au centre de l'Ukraine. Dans la nuit de mardi à mercredi, une autre frappe a touché Kryvyi Rih, faisant 5 blessés. Face à ces recrudescences d'attaques, le président ukrainien a appelé l'Occident à livrer plus de moyens militaires. Selon lui, Moscou vise spécifiquement les infrastructures énergétiques. Ces attaques se sont d'ailleurs intensifiées depuis que Kiev a lancé le mois dernier une offensive sur la région russe de Koursk. Une opération réussie pour l'armée ukrainienne qui a ainsi pris plusieurs centaines de kilomètres carrés, réalisant ainsi la plus grande avancée d'une armée étrangère sur ce territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Des Russes. Et je précise qu'aujourd'hui, 7 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées après des bombardements à Lviv. Donc, moi, ce que je trouve assez frappant et ce qui nous a frappé au sein de la rédaction, c'est vraiment cette indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que 53 personnes qui ont perdu la vie, 300 blessés hier, 7 personnes dont 3 enfants tués de nouveau aujourd'hui, une cinquantaine d'autres blessés, des bâtiments détruits, endommagés. On en parle quasiment nulle part, alors qu'il y a certains conflits. Je déteste faire le comparatif entre des conflits et d'autres, mais force est de constater que malheureusement, il y a des conflits où il y a toute la classe politique qui réagit dès le moindre bombardement, le moindre mort. Et là, on en dit mot. Ça suscite une certaine incompréhension. Non, mais ce qui est, alors pour aller dans votre sens absolument, ce qui est impensable, c'est que d'un côté, on dit il faut un cessez-le-feu immédiat, suivez mon regard, on parle du conflit israélo-palestinien, et là, entre l'Ukraine et la Russie, on dit ah non, il n'y a pas besoin de faire un cessez-le-feu, il faut arrêter Poutine. Alors d'abord, avant d'arrêter l'armée russe, bon courage. Ça ne fonctionne pas. 2, les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens ne veulent plus se battre. La moyenne d'âge du soldat ukrainien sur les champs aujourd'hui, c'est 49 ans. Donc vous vous rendez compte que toute la jeune classe, soit s'est enfuie, soit est morte au début du conflit. On parle aujourd'hui d'un demi-million de morts. Quand vous regardez les régions comme le Donbass, les populations civiles du Donbass sont allées en priorité se réfugier côté russe, plutôt que d'aller se réfugier côté ukrainien, ce qui donne quand même une indication de leur sensibilité et sympathie d'un côté et d'un autre. Donc le sentiment que moi je me permets d'avoir après en avoir discuté un peu avec quelques spécialistes, c'est que oui, il va y avoir on va sans doute aller vers un cessez-le-feu parce qu'à un moment donné les Américains vont arrêter de soutenir et de pousser cette guerre et qu'il va falloir en effet commencer à négocier autour de quelque chose et qu'en effet il va falloir donner des garanties à Poutine et notamment des garanties en matière de désarmement et de position de tous les missiles qui sont positionnés le long des frontières. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais on ne va pas continuer un conflit comme ça au cœur de l'Europe qui fout une pétaudière sans nom avec des gens qui meurent tous les jours pour rien. Parce que je veux dire, on n'a rien fait pour la Crimée, on ne fera pas grand-chose pour le Donbass et personne n'a envie de mourir pour le Donbass et les Américains n'en verront pas un seul soldat mourir pour le Donbass. Sur place. Noémie Alioua. Oui, il y a des drames, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'ausculter les réactions et de voir comment certains pseudo-humanistes peuvent faire preuve de compassion vis-à-vis de certaines victimes et pas vis-à-vis d'autres. En l'occurrence, montrer de la compassion vis-à-vis des victimes palestiniennes et n'en avoir rien à faire de celles qui sont ukrainiennes. On le voit par exemple avec les réactions. Prenons le parti de la France Insoumise qui régulièrement affirme qu'il est le porte-voix de la souffrance des Palestiniens et qui ne s'exprime jamais sur la souffrance des Ukrainiens. Donc on voit bien que il y a de l'hypocrisie là dans cette compassion et il s'agit surtout
d'une forme d'électoralisme. Il s'agit d'envoyer des messages politiques, il s'agit d'avoir du carburant électoral, mais il ne s'agit certainement pas de compassion réelle, sinon ils auraient de la compassion pour toutes les victimes, y compris d'ailleurs pour les victimes palestiniennes, lorsqu'elles sont victimes du Hamas qui fait régner la terreur depuis des années sur la population palestinienne de Gaza. Cela n'est jamais dénoncé par ces pseudo-humanistes. Et donc ces réactions montrent encore une fois leur hypocrisie, leur indignation à géométrie variable et même leur silence à géométrie variable. Il est vrai que cyniquement, électoralement parlant, on comprend la stratégie derrière cela. Il y a moins de bénéfices à tirer de toute expression vis-à-vis des victimes ukrainiennes. Geoffroy Lejeune. Ah pardon. Allez-y, je vous cède. Non, mais j'allais dire, puis à un moment donné, les Américains penseront qu'économiquement, c'est plus avantageux pour eux de financer la reconstruction de l'Ukraine, où ils vont pouvoir envoyer un peu de matériel et tout leur savoir-faire. Encore une autre question, effectivement. Oui, mais je veux dire qu'à un moment donné, les conflits internationaux, ça répond essentiellement à des questions économiques, à des intérêts économiques. C'est rarement par bonté et par charité. Comme je suis beaucoup plus gravement. Excuse-moi, je ne veux pas me permettre. Comme je suis là, je vais quand même en parler. Effectivement, d'un point de vue économique, il y a quand même encore une erreur énorme des Occidentaux, avec les soi-disant sanctions contre la Russie, vraiment, n'ont pas du tout porté leurs fruits. C'est jamais aussi bien porté. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, je reprends, au-delà évidemment des morts, c'est une catastrophe. Il y a eu 500 000 morts en Ukraine, 100 000 morts en Russie, de militaires russes, on ne sait pas trop combien d'ailleurs. C'est fou, des chiffres incroyables, et personne n'en parle. C'est quand même assez en Europe, donc c'est évidemment assez horrible. Mais d'un point de vue économique, là aussi, ça a été une catastrophe. Je ne parle même pas du fait que ça a participé à l'augmentation de l'inflation avec la hausse des matières premières. Mais ce qui est fou, c'est quand vous regardez les chiffres de croissance en Russie, on est sur des croissances de 4 à 5% l'année dernière, on sera encore à 3% cette année. Où est l'effondrement ? Et ça, si vous voulez, c'est une erreur fondamentale des Européens, un péché d'orgueil. On croit qu'il n'y a que nous dans le monde. Qu'ont fait les Russes ? Ils ont travaillé, ils ont exporté avec l'Inde, avec la Chine, etc. L'Inde, par exemple, qui n'avait pas accès au pétrole russe, a acheté le pétrole russe, elle l'a raffiné, et après elle l'a revendu à l'Europe. Ils ont développé le non, c'est pas du pétrole russe. Oui, parce qu'il est passé par l'Inde. Vous vous rendez compte, c'est ça qui est assez incroyable. Donc, ça n'a pas eu, ces sanctions n'ont pas eu d'impact. J'ai envie de dire presque qu'elles ont presque plus d'impact chez nous au travers de l'inflation. Du ministre de l'économie. Oui, mais c'est ça qui est dramatique. Il disait, nous allons mettre à genoux l'économie russe. En fait, c'est l'économie française qui malheureusement a été mise à genoux. Voilà. Parce que malheureusement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a augmenté cette dette publique, on voit où on en est aujourd'hui. Et sachez-le, la Grèce, la Russie n'a pas de dette. Elle a une dette autour de 25% de leur PIB. On est à 110%. Donc ça veut dire qu'ils peuvent continuer la guerre. C'est ça qui est horrible. Et donc, il faut vite que ça s'arrête, cette guerre. C'est clair. Déjà d'un point de vue humanitaire, et après bien entendu d'un point de vue économique, mais vous avez raison Françoise, il va y avoir la guerre justement cette fois-ci pour savoir qui va faire la reconstruction. C'est quand même incroyable justement qu'on ait cet aveuglement collectif sur cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Geoffroy Lejeune. Sur l'indignation à géométrie variable, moi je suis frappé, je vais balayer devant ma porte, on peut accuser les politiques en effet, mais je vais balayer devant la porte des journalistes aussi, c'est que les journalistes, je pense, notamment occidentaux et nous, Européens, Français, on raconte des histoires et donc on a raconté avec passion la guerre qui était en effet très binaire, très facile à raconter au tout début, le méchant Poutine, la gentille Ukraine, etc. Pendant l'année 2022, tout comme d'ailleurs on a beaucoup raconté évidemment Israël-Hamas, et on passe à côté de plein de conflits. Et là, pour le coup, il y a une vraie indignation à géométrie variable. Par exemple, le Yémen, on n'en a pas dit un mot, c'est très très peu. Et ça m'a toujours fasciné. C'est-à-dire qu'il y a des histoires faciles à raconter, d'autres un peu moins. Et donc, on les choisit, on les sélectionne. Et ensuite, je vis, moi, de manière assez, presque comme une humiliation, ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que, pour le coup, en tant qu'Européen, j'ai vécu en effet le moment où il fallait qu'on mette l'économie russe à genoux. J'ai vécu le moment où notre président était au téléphone avec Poutine et Zelensky et on a peut-être même pensé, en tout cas, les images nous donnaient à penser qu'il allait lui-même régler le problème. Ça n'a évidemment pas du tout été le cas. On a quand même eu des discussions sur le fait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour défendre l'Ukraine contre Poutine. Et à la fin, il s'est évidemment rien passé. Et surtout, on a le sentiment que ce qui va décider de l'arrêt de cette guerre, c'est l'élection présidentielle américaine dans quelques semaines. On est complètement sorti du jeu, alors que c'est chez nous. Et je passe sur le fait que, évidemment, les Américains, ils utilisent un terme qui est un cynisme invraisemblable. C'est la guerre parfaite. C'est-à-dire que pour eux, c'est une guerre parfaite au sens où ils en tirent un avantage économique et en plus elle n'est pas chez eux, donc il n'y a aucune perte. J'ai le sentiment qu'on a perdu sur toute la ligne. On a perdu évidemment 3 ans et on a été, Marc rappelait les conséquences pour nous Français par exemple sur les questions d'inflation, pour le peuple français de cette guerre. J'ai l'impression qu'on a tout perdu et je trouve que c'est assez humiliant. En plus pour un bénéfice moral pas évident, parce que je pense pas qu'on soit beaucoup plus respecté aujourd'hui en Ukraine qu'avant, et en plus entre temps on a inventé le terme macroné là-bas, qui veut dire n'importe quoi et n'avoir aucune conséquence aux actes, aux paroles pardon. Je trouve qu'on n'en sort pas très bien.
On aura l'occasion de revenir plus longuement effectivement sur ces différents conflits et parfois ce qui nous étonne, c'est cette indignation à géométrie variable, y compris, c'est important, vous l'avez souligné, ce choix parfois des rédactions de parler d'un conflit plutôt qu'un autre, alors qu'il y a une multiplicité, malheureusement, des conflits à travers la planète. Je ne reproche pas les choix éditoriaux de parler, évidemment, l'Ukraine et le Hamas, ça prenait toute l'actualité. Ce que je veux juste te dire, c'est que il y a une lecture très rapide des choses qui est faite, et il y a des conflits qui, en fait, sont complexes, et sont parfaitement oubliés, justement parce que ça nécessiterait, en fait, de travailler beaucoup plus. Et je trouve que, voilà, on a une façon un peu moralisante de voir l'actualité, notamment internationale, qui, en fait, ne fonctionne pas bien. Dans un instant, nous allons aborder